Afrikili TV. Afrikili TV, c'est du sérieux. Afrikili TV, ici, vous avez la parole. La chaîne de télé sur le web, pas comme les autres. Votre chaîne d'opinion. Les biens mal acquis. Il n'y a pas que les appartements qui constituent les biens mal acquis. Il y a toute cette richesse emmagasinée par des fonctionnaires, des gens du pouvoir. Et maintenant, toute la population commence plus ou moins à être atteinte par ce mal. Et c'est bien pour ça que nous devons stopper absolument ce mal-là. Je vous donne un exemple. Et par rapport à cet exemple, je m'arrangerai pour lire, pour être le plus exact possible. Que dire de l'appartement de Madame Sassou Nguesso? Valeur 4 milliards de francs CFA environ. Elle qui n'a jamais vu la couleur d'un bulletin de salaire. Que penser des 21 millions d'euros, soit 9 milliards de francs CFA, du jet privé que Bouya a voulu acheter en négociant avec des banques chinoises, d'après ce que nous disent les journaux. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Est-ce que certains d'entre vous se rappellent ce que c'était que les tribunaux populaires? Peut-être que certains sont trop jeunes par rapport à ça. Il a existé à Brazzaville des tribunaux populaires. Notamment, un tribunal était dirigé par un certain Ngonimba Tsari. Je crois que vous vous rappelez. J'étais jeune à l'époque. Il y a un ouvrier qui a été traduit justement à ces tribunaux. Vous savez pourquoi? À cause de quelques planches de construction qu'il avait dérobées en 1967. Et pour ça, il est allé en prison. Quelques planches dérobées. Y a-t-il une commune mesure avec ce que je venais de vous dire par rapport à Bouya? Par rapport aux 9 milliards de Bouya? Et qui n'a jamais entendu parler des 90 milliards de francs CFA de Gunvor que la justice suisse a réussi plus ou moins à mettre en évidence, qui ont représenté effectivement des petites commissions douteuses qu'un travailleur de Gunvor a donné au clan Sassou. Vous voyez l'ordre de grandeur. Des planches, nous sommes passés à l'appartement de Madame Sassou. De l'appartement de Madame Sassou, nous sommes arrivés à Gunvor. De Gunvor, nous sommes allés à Bouya, etc. Donc, c'est des milliards maintenant qui sont mis en jeu. Et les Panama Papers, vous vous rappelez, c'est encore des milliards. Et allez demander à la justice portugaise, elle vous dira effectivement qu'elle connaît très très bien les fameux détourneurs congolais. Alors, donc ce qui est sûr, c'est que l'ordre de grandeur des vols, des détournements, de l'enrichissement n'a fait qu'augmenter par rapport au nombre d'années. Et à titre d'exemple, je vous dirais, rien qu'avec l'appartement de Madame Sassou, vous savez qu'on peut doter tous les élèves de Brazzaville de tables-bancs, qu'on pourrait mettre des dispensaires dans la plupart des sous-préfectures, rien qu'avec l'appartement de Mme Sassou, elle qui n'a jamais vu un bulletin de salaire. C'est pour vous dire qu'il y a un gaspillage qui se fait, un gaspillage qui n'a pas de nom. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après la conférence nationale? On n'a pas pu exécuter effectivement les mesures, et là, je me suis amusé, je crois que si certains regardent très bien, la dernière page du petit document qu'on vous a distribué, il y a un acte qui condamne Sassou. Bien sûr, l'acte a été fait, mais n'a pas été suivi des faits pour la simple raison que, encore une fois, nous n'avons pas véritablement pris le taureau par les cornes. Puisque très rapidement, un certain nombre de gens ont refait la paix avec Sassou, et même qu'il y avait un gouvernement, apparemment, qu'on voulait mettre avec le PCT à l'intérieur de ce gouvernement. Alors, vers les années 2000, ce qui s'est passé, c'est que, ici, en France, notamment avec la présence de Verschave
l'ex-président de Survie, et le livre de Claude Péan, le problème des biens mal acquis a commencé à faire une grosse importance. C'est bien pour ça que un certain nombre d'organisations congolaises dans la FCD s'est mis aux côtés de Survie, aux côtés de Sherpa avec William Bourdon, à côté de Transparency International, et ont accepté effectivement de déposer des plaintes simples à l'époque, dans les années 2000, des plaintes simples sans condition de partie civile, pour voir ce problème. Et ce problème est surtout venu parce que le CCFD a fait un rapport sur les dictatures et sur les biens mal acquis au niveau mondial. Et ça a permis effectivement à un certain nombre de gens de déposer la plainte. Et je dirais, là-dessus, je reparlerai aux Congolais. Quand il a été question d'aller au tribunal par rapport à ce problème-là, nous avons cherché des gens pour être partie civile. Personne n'a voulu de ça. Juste une femme acceptait d'être effectivement dans cette plainte-là. Cette femme-là s'appelle Madame Tungamani. Et aujourd'hui, on a pratiquement oublié en disant que hier, ça a été très très difficile pour que les gens s'engagent par rapport à cette plainte-là. Donc, un salut particulier aux camarades de la FCD, un salut également aux camarades de la PCCI, pour ceux qui ont déposé plainte. Au début, une plainte tout à fait simple. Alors, c'est en année 2008 que un juge d'instruction a été nommé et que Transparency International a été la seule partie civile. Parlons-en de partie civile. Est-ce que vous savez qu'aucune organisation ni africaine ni congolaise n'est partie civile? Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule partie civile pour représenter pour les biens mal acquis africains, c'est Transparency International. Donc ça pose un véritable problème. Un problème, j'espère, que nous allons résoudre demain. Alors, le procès suit l'instruction suit son chemin, mais il faut dire également que ce n'est pas une tâche facile. Il y a eu beaucoup d'accros, il y a eu beaucoup de difficultés, la plupart des difficultés étant des difficultés institutionnelles. L'année 2008, la PCCI, en accord avec la rupture de Maître Nzamba, décide de poursuivre la BNP et Christelle Nguesso. Refus de la part du tribunal, en disant effectivement qu'on ne bouge pas. Pourquoi on ne bouge pas? Pour une raison très simple, Verchab le disait, il y a les corrupteurs et les corrompus. Et à l'heure actuelle, beaucoup de gens de la France-Afrique, effectivement, font partie de ce problème dont nous parlons des biens mal acquis. Alors, pour aller vite et pour finir, je dirais tout simplement que nous sommes très très contents qu'aujourd'hui, il y ait plein d'organisations africaines et congolaises qui ont décidé de prendre comme cheval de bataille les biens mal acquis. Pourquoi est-ce que c'est important? Et c'est là notre conclusion. Pourquoi est-ce que les biens mal acquis ont une grosse importance? Pour deux raisons fondamentales. La première, je l'ai appelée un sou est un sou. C'est pas tout simplement à cause de l'orthodoxie financière et comptable que nous sommes en train d'aller dans les biens mal acquis. C'est parce que derrière les biens mal acquis, il y a toute une nation. Pourquoi un sou est un sou? Si l'Afrique n'arrive pas à régler le problème de la corruption, dans une vingtaine d'années, elle sera toujours au même niveau. Si l'Afrique n'arrive pas à régler le problème de l'enrichissement de la classe politique régnante, nous serons toujours au même point. Ça nous permet de voir le deuxième horizon. Le premier horizon, un sou est un sou. Nous devons en Afrique apprendre à gérer, sinon on ne s'en sortira pas. Parce que les dictatures sans dette utilisent la dette pour remettre de l'argent dans les banques européennes. Et demain, qui paiera? Les générations futures. Donc ça veut dire qu'ils sont en train d'hypothéquer
plusieurs générations à l'heure actuelle. Et si on ne les arrête pas, ça va être dramatique. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, les biens mal acquis représentent le véritable carburant des oligarchies et des dictatures. Le fameux tribalisme, là je reviens sur le Congo. Au fond, qui a le pouvoir? Les Moshi ou Sassou Nguesso? Les Moshi ou Sassou Nguesso? Sassou, c'est Sassou. Parce que les autres ont l'illusion du pouvoir. Tu t'en vas voir un Moshi qui est à Wenze là-bas, qui ne gagne rien, il va dire nous avons le pouvoir. Il n'a pas le pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir, c'est les gens du clan. Donc, le tribalisme se nourrit de ce problème de bien mal acquis. Si les gens vont au pouvoir, c'est pour avoir quoi? C'est pour avoir l'argent. Donc, étant donné que mes camarades me demandent de finir, je dirais en conclusion, la lutte contre les biens mal acquis est la base nécessaire pour la reconstruction de la conscience citoyenne. De 1, la conscience citoyenne au niveau du pays. Et de 2, pour faire le plan, pour faire le projet national. Car nous avons toujours besoin d'un projet national. Le Congo n'a pas de projet national. Pour faire le projet national, il nous faut des liens, des mots d'ordre qui vont faire que de Wenze à Bakongo, de Pointe-Noire à Ouando, que les gens puissent se lever. Et ce problème, c'est quoi? C'est la lutte contre la corruption, contre les biens mal acquis. Donc encore une fois, je suis vraiment très content aujourd'hui que les frères prennent ce problème vraiment à bras le corps, en se disant, effectivement, c'est important. Pour finir, je dirais quand même, à votre avis, pourquoi est-ce que le monde politique n'a pas pris ce problème-là comme étant un problème, étant donné qu'ils savent que le peuple peut se lever? Pourquoi notre classe politique n'a pas utilisé ce problème? La réponse, vous la connaissez. Ils sont complices. Voilà. Donc, certes, nous voulons que la maison tombe. Mais avant que la maison tombe, il faut qu'on sache quelle est la nouvelle maison que nous allons construire. Et dans la nouvelle maison que nous allons construire, ce problème des biens mal acquis doit être fondamental. Merci bien. Et pour finir, là, je finis vraiment. Je vais vous demander tout simplement d'entonner une chanson. Je crois que ça va me donner chaud au cœur. Je commence et vous poursuivez. Mbongwe, mbongo, mbongwe bima, mbongwe, mbongo, mbongwe bima, mbongwe, mbongo, mbongwe bima, mbongo, mbongo, mbongwe bima. Merci, merci. Le mécanisme de piège de trésor, le cas du Congo est le cas le plus vicieux. Le cas le plus vicieux. Voici que ce pays a payé des salaires en Centrafrique, a prêté de l'argent à d'autres pays, a donné de l'argent aux amis, des milliards, dont Ibeka, les amis Youssoufou, Macky Sall et consorts, et, oui, ça c'est dans le cadre des prêts des pays. Et aujourd'hui, n'a plus rien, n'a même plus de réserve. Alors que la Centrafrique, qui était dépannée, n'a pas épuisé ses réserves. Donc voilà un peu pourquoi Magloire Doba, Wesley, Magloire va venir nous dire, va parler du mécanisme de pillage de trésor public et la relation avec la présence du FMI au Congo-Brazzaville. Tu vas dire, c'est pas tu expliqueras. Moi, donc ensuite, après Magloire, donc nous allons prendre quelques contributions, questionnements, questions, s'il y en a dans la salle. Et il y a quelqu'un qui s'est déjà prononcé. Nous avons un frère très décoloré, hein, mais qui pense la même chose que nous les colorés, qui voudra aussi donner son sentiment. Il s'appelle Becky, monsieur Becky. Moi aussi. Oui, mais vous allez parler de là, c'est autre chose. Lui, il va contribuer. Vous. Bon, merci.
dois remercier Sadio qui m'a présenté de manière un peu paradoxale. Non, moi je suis dans la lutte de la résistance à la tyrannie au Congo depuis, disons, depuis juin 97. Ici, il y en a ici qui étaient à Brazzaville, ils savent qu'à l'époque, je conduisais une dynamique à l'université, intégrant des enseignants et des étudiants qu'on appelait le programme universitaire de recherche et action pour la démocratie, le développement et la paix. Et nous avions lancé déjà à l'époque, en juin 97, un appel pour dire non à la guerre civile au Congo-Brazzaville, soyons civilisés. Parce qu'on voyait la guerre en train de s'installer. Bon, il y a tout un long itinéraire que j'ai suivi, du Gabon où j'ai continué cette lutte, à la Suède où je l'ai poursuivi, jusqu'ici en France où en 2014 nous avons créé les assises et je suis l'un des membres organisateurs, initiateurs et animateurs actuels des assises nationales du Congo, qui est donc une plateforme regroupant et des personnalités et des associations, au sein de laquelle d'ailleurs se retrouvent beaucoup qui étaient à l'origine des assises qui sont ici avec nous, et d'autres qui, de temps en temps, travaillent avec les assises, comme les Indignés 242 et elle-même Sadio. Je les salue, je les remercie, les deux en particulier, et l'organisation Les Indignés et Sadio, pour m'avoir associé à cette réflexion. Je considère que c'est des jeux coopératifs. On essaie, quand il y a un événement, une activité, on associe les autres et nous avançons ensemble dans le même sens. Alors, c'est pour ça que je voudrais d'abord préciser que moi, j'ai pris le sujet comme étant le suivant: la corruption et la présence du Fonds monétaire international. C'était le premier intitulé. J'ai essayé d'y donner un contenu en me disant que non, mais là, ça veut dire qu'il faut que je parle du contexte. Parler de la corruption aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a la corruption au Congo. La chronique est défrayée tous les jours. Les articles de Birabi, dont je regrette l'absence ici, c'est des articles très pointus qui nous donnent beaucoup d'informations. Et il y a évidemment la presse économique occidentale qui s'y met aussi, et la lettre du continent, dont nous ne saurons jamais de féliciter les journalistes qui mettent en avant des informations souvent cachées. Alors, donc, c'est un fait, la corruption, ce fait est connu, ce phénomène est connu au Congo, il s'est amplifié effectivement, et l'on sait que aujourd'hui, aussi bien les affaires pétrogaz que les affaires, donc la toute dernière d'ailleurs, avant-hier, on a appris encore par le journal L'Express ce qui se passe au niveau du pétrole, etc. Toutes ces affaires, c'était bien de voir mon ami Benjamin Tungamani tout à l'heure essayer de montrer que depuis août 63, il y a une conscience congolaise de la question, sur la question des biens mal acquis et de la corruption. Mais c'est plus intéressant de voir aujourd'hui que le contexte dans lequel nous allons être, dans lequel nous sommes déjà et dans lequel nous allons davantage être, c'est un contexte bien plus compliqué, très complexe bien sûr, un contexte qui va nécessiter de nous tous, les résistants, à la fois l'engagement bien sûr, mais l'engagement sur la base de faits éclairés et sur la base d'une certaine expertise aussi. Parce qu'il faut que nous travaillions avec des connaisseurs de ces questions. Alors, c'est pour vous dire ceci. Je veux parler de la perspective rapidement, du contexte rapidement, et puis je veux parler des perspectives, de la perspective dans laquelle nous nous situons. Le contexte, c'est celui de la présence du Fonds monétaire international au Congo depuis que tous les pays de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, en décembre 2016, ils ont eu à prendre des décisions à Yaoundé. Pour la première fois depuis 1994, quand il y avait eu le sommet des chefs d'État à Dakar en janvier qui avait abouti à la dévaluation du franc CFA, pour la première fois, il y a eu un sommet regroupant les chefs d'État d'une zone monétaire de CFA, en l'occurrence c'est de la CEMAC, avec la patronne du Fonds monétaire international et le ministre français des Finances.
décembre 1976. Ils prennent des décisions en se rendant compte qu'il y a déficit budgétaire dans tous ces pays pratiquement, et il y a effectivement aussi le phénomène de la corruption qui est remarqué par le Fonds monétaire international. Les rapports de Transparency International qui, d'année en année, illustrent ce qui se passe dans ces pays, sont lus par le Fonds monétaire international et par, bien sûr, toutes les sociétés civiles à travers le monde. Donc, décembre 2016, c'est un repère qu'il faut prendre comme tel. Ensuite, à partir de ce qu'ils ont décidé en décembre 2016, le Fonds monétaire international avait alors mission d'agir pour signer des programmes et intervenir dans chacun de ces pays. Donc, les 6 pays de la CEMAC, Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Il se trouve que en décembre 2017, ils ont fait le point, en réunion également, un sommet des chefs d'État, et à cette occasion, un peu avant, le FMI a publié un rapport qui établissait que la situation était claire dans 5 des pays, mais elle était trouble, sinon tout à fait opaque dans un pays et un seul, le Congo. C'est alors que dans le rapport que le FMI avait fait en avril 2017, il est apparu que le Congo avait fait un mensonge d'État. C'est l'expression que j'ai souvent employée lorsque je me suis exprimé sur Africa numéro 1, sur la BBC, sur cette question-là. Sur le ratio, le montant de sa dette, en gros, et donc le Congo qui disait être en dessous de ce 70% qui est le sommet, le maximum requis au niveau des politiques, des critères de convergence au niveau de la CEMAC, le Congo s'est retrouvé avec une dette de plus de 110% du PIB, rien que pour la dette extérieure, qui, jusqu'à la date de cette annonce, n'était pas totalement couverte, c'est-à-dire n'était pas totalement connue. La dette extérieure n'était pas totalement connue, s'agissant bien sûr notamment des contrats avec les Chinois et s'agissant également de certaines transactions dans le domaine pétrolier. Bon, alors tout cela pour indiquer que cette dynamique collective que le FMI a voulu avoir, une dynamique régionale avec l'ensemble des pays de la CEMAC, elle ne pouvait pas marcher. Et jusqu'à présent, elle ne marche que très partiellement. Je vous dis que l'information la plus récente que très peu de gens ont aujourd'hui, c'est qu'en octobre, le 10, donc il y a une semaine exactement à peu près, le rapport de la zone franc est sorti. Vous pouvez aller sur Internet, vous cherchez le rapport 2017 de la zone franc qui a été publié le 10 octobre 2018, donc il y a 8 jours. Ce rapport fait l'état des lieux de la situation dans la CEMAC. Il apparaît que le Congo est le seul qui n'a pas encore signé avec le FMI. Tous les 5 autres ont signé, mais des accords différents par leur nature. Le Cameroun a signé un accord dit de facilité élargie de crédit, tout comme le Tchad et tout comme la République centrafricaine. 3. Le Gabon, 4e pays ayant signé, a signé ce qu'ils appellent un accord de mécanisme élargi de crédit, qui donne un peu plus de possibilités. Parce que la première catégorie, la facilité élargie, c'est juste pour que vous puissiez régler vos problèmes de dette extérieure pour équilibrer la balance des paiements. Parce que les difficultés sont de longue durée. Un déséquilibre durable de la balance des paiements. La balance des paiements, c'est lorsque vous vendez à l'étranger, lorsque vous recevez toutes les transactions évaluées en monnaie avec l'étranger. On fait le solde de ce qui entre et de ce qui sort. Et ce qui, dans le cas du Congo, il est apparu que durablement, bien sûr, comme pour les différents pays que j'évoque, le solde est toujours négatif. Alors, dans le cas du Gabon, ce n'est pas une facilité élargie de crédit, mais c'est un mécanisme élargi de crédit qui peut permettre à la fois de régler les problèmes de la balance des paiements, mais aussi de résoudre certains autres problèmes qui peuvent permettre d'investir, de créer l'entrepreneuriat, d'assurer même une politique sociale, comme ça s'est vu en Tunisie par exemple. La Tunisie a bénéficié du même type d'accord. Et il y a un 4e pays, le 5e pays, la Guinée équatoriale, qui a signé, se trouve avec un accord
qui s'appelle programme de référence. C'est ce qui s'est pratiqué entre le FMI et Haïti à l'époque. Le programme de référence est quelque chose de très spécifique. On ne vous donne pas d'argent. On vous apporte de l'assistance technique pour que vous créiez les capacités institutionnelles et en ressources humaines, c'est-à-dire la formation des gens, afin que vous puissiez, à un moment donné, être capable de faire assurer la bonne gouvernance, ce qui peut permettre, dans ces conditions-là, au FMI de venir maintenant poser, discuter avec vous sur la facilité ou le mécanisme de crédit. Alors, j'évoque cela pour dire que nous menons un combat au Congo pour créer un contexte par rapport au FMI, un contexte qui est que le Congo soit obligé, le régime de Sassou soit obligé, non pas de fonctionner avec l'argent du FMI qui serait donné comme nous l'avons dit, je l'avais dit une fois et puis bon, ça a souvent été repris, comme si c'était dans les tonneaux de Danaïde, on donne de l'argent puis ça disparaît tout de suite, du fait de la corruption, du fait de tous les mécanismes que vous connaissez et qui sont là. Bon, nous sommes constitués, les assises au départ, mais tout un réseau qui a été constitué, que nous appelons réseau de la société congolaise libre. C'est là à partir d'un mémorandum que nous avons écrit en mai de 2018. À partir de ce mémorandum, nous avons continué la réflexion en publiant de temps en temps, périodiquement, des notes de réflexion sur ce que peuvent être les relations avec le FMI et le Congo. Et nous voulons, notre revendication essentielle, c'est que le Congo soit traité par le FMI comme l'a été la Guinée équatoriale. C'est-à-dire, on ne donne pas un rond au système de Sassou, on les met dans le programme de référence. C'est-à-dire, ils sont contraints, ils doivent être contraints de prendre des mesures de bonne gouvernance, que le FMI vienne s'assurer que ces mesures ont été prises, et au bout d'un certain temps, quand cela sera établi que ces mesures ont été prises, notamment s'agissant de la corruption, notamment s'agissant bien sûr du contrôle de tout ce qui est bien public, tout ce qui est patrimoine de l'État, parce que les biens mal acquis, c'est une atteinte au patrimoine de l'État, c'est un pillage des ressources de l'État. Si toutes les mesures sont prises pour assurer qu'il y ait un fonctionnement normal de l'État, au sens où cela s'entend régulièrement avec l'État de droit qui a la capacité, à travers la séparation des pouvoirs, pour que les juges puissent juger en toute indépendance, que l'exécutif soit contrôlé par le législatif et que par ailleurs la presse puisse être ce quatrième pouvoir qui peut se permettre de dire la vérité, d'informer et qu'il y ait le débat d'idées et le débat d'opinion. Si toutes ces conditions, nous pouvons contribuer à les assurer au Congo, voilà enfin à quel moment, une fois évalué le programme de référence, voilà comment le FMI, selon nous, devrait pouvoir maintenant arriver pour discuter, pas seulement avec le pouvoir de M. Sassou, mais discuter aussi avec la société civile. Parce que nous ne voulons pas de politique d'austérité. Donc, puisque, quoi qu'il en soit, dans la situation où nous en sommes, nous disons cela pour vous informer de certaines initiatives que nous sommes en train de prendre. Il y a des amis qui sont aux États-Unis, je peux citer, nous avons un comité de coordination de cette initiative, qui comprend, j'en suis le coordonnateur technique avec l'économiste Santim Baïmina. Nous avons dans ce comité M. Telema, qui enseigne à l'université de Harvard à Washington. Nous avons M. Mundika, qui est aux États-Unis également. C'est eux qui ont les contacts immédiats avec le Fonds monétaire international. Nous travaillons avec eux. Nous avons M. Georges Goma, également au Canada, puisque eux aussi travaillent sur ces questions-là. Donc voilà toute une équipe qui est structurée et qui continue cette lutte pour qu'il y ait un accord, non pas pour donner, faire cadeau à Sassou de l'argent qui disparaîtra dans des tonneaux d'Adanaï, mais pour qu'il y ait un programme de référence, premièrement. Deuxièmement, nous travaillons également avec donc une dynamique aussi large que possible qui doit se développer pour que les Congolais sachent que demain il y aura une politique d'austérité. Et face à cette politique d'austérité que le FMI mettra nécessairement en œuvre, puisque le FMI n'a que des politiques d'austérité, comment se préparer à faire face à une politique d'austérité?
C'est pour cela que, par exemple, j'avais écrit un article dans lequel je présentais le mémorandum et dans lequel je soulignais le fait qu'il y a une expérience très importante à suivre en Afrique centrale et dans la CEMAC aujourd'hui, c'est l'expérience du Tchad. Au Tchad, voilà 4 mois que les fonctionnaires de tous les secteurs sont en grève, à part les militaires. Et ces 4 mois de grève, c'est parce que, à travers les syndicats, à travers également des associations de la société civile, du genre association de défense des droits de l'homme, association des journalistes, etc., le peuple tchadien dit non à l'austérité, non à la réduction des salaires, non à la suppression des indemnités, non à un certain nombre d'avantages acquis qui permettait d'obtenir un revenu pour chacun des salariés, bien sûr, mais cela étant entendu que le revenu d'un salarié dans un pays comme ceux de la CEMAC et dans toute l'Afrique, c'est le revenu d'une famille qui nourrit et résout les problèmes de milliers d'autres dans les systèmes lignagés, les systèmes de parenté que nous connaissons. Alors donc, il y a à se préparer à ce que, même si nous gagnons cette phase de pousser le FMI à ce qu'il contraigne le gouvernement de Sassou à appliquer simplement un programme de référence, nous avons la deuxième phase dans laquelle, effectivement, il faudra continuer le combat, c'est-à-dire face aux politiques d'austérité. Alors, dans un tel contexte, si évidemment des scénarios comme cela aboutissent, c'est tant mieux. Mais il faut être réaliste et savoir qu'il y a un autre scénario. Le scénario selon lequel Sassou peut gagner. Il peut obtenir lui aussi la facilité élargie de crédit, dans la mesure où la zone franc est en jeu. Et donc le gouvernement français peut soutenir Sassou à travers Madame Lagarde pour que, effectivement, Sassou puisse bénéficier de la facilité élargie de crédit, comme le Cameroun, comme le Tchad, et on sait que c'est ce qui pourrait se passer. Bon, mais là, si cela se passe, naturellement, nous avons le deuxième volet de la lutte, c'est-à-dire comment nous, le peuple, nous devons être face à la politique d'austérité que Sassou conduira. Alors, je parle de Sassou parce que c'est le pouvoir Sassou. Les gens parlent parfois du gouvernement Mwamba. Non, c'est un exécutant. La question, c'est le pouvoir qui est en place. Et c'est pour cela que nous avons une option que nous avons mise en avant avec toujours ce réseau de la société civile congolaise libre et auquel d'ailleurs ce réseau, beaucoup ici appartiennent puisqu'ils signent ces documents. Nous avons lancé un appel au retrait de M. Sassou Nguesso. Le retrait, appel au retrait de Sassou Nguesso. C'est dans cette perspective, je crois, que lorsque nous parlons de retrait de Sassou Nguesso, il y a une sorte d'ambiguïté, mais qui peut être levée selon, bien sûr, la manière tactique dont on voit le départ de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso peut se retirer lui-même. Il y a des Congolais qui ont démissionné. Youlou avait démissionné. Massamba Deba avait démissionné. Ils ont démissionné, certes, dans une insurrection populaire, au terme d'un soulèvement. Et les Congolais doivent tirer les leçons de leur histoire. Nous avons fait, cet appel a été signé le 13 août. Le 13 août n'est pas un jour quelconque. Mon ami Benjamin, tout à l'heure, a rappelé ce que nous, Congolais, avons appelé comme les Français, les Trois Glorieuses. Et les chants qui ont été chantés en ce moment-là. Je dois effectivement pouvoir m'arrêter, mais j'indique pour la conclusion le fait que la perspective dans laquelle il faut prendre en charge cette question des biens mal acquis, c'est la perspective du retrait de Sassou Nguesso. S'il ne se retire pas lui-même, deuxième possibilité, ceux qui l'ont mis là, c'est la France-Afrique. Ils n'ont qu'à le retirer. S'il ne le retire pas, le peuple congolais doit pouvoir le retirer. Mais le retrait de Sassou Nguesso, c'est une affaire du peuple congolais. Nous devons prendre ça en charge pour que Sassou se retire. Le retrait est une notion très large, mais qui signifie qu'il y a un combat et la question des biens mal acquis doit pouvoir se cerner à travers cela. Voilà la perspective. Moi, je continuerai à répondre à certaines questions tout à l'heure. Merci. Je vois aujourd'hui la masse salariale au Congo est de 45 milliards. 45 milliards. Et moi, je me rappelle qu'en 1992, la masse salariale était de 8 milliards. Je n'exagère rien. 8 milliards pendant la transition. Donc,
Donc, ça veut dire quoi? Même si aujourd'hui, bon, avec le coût de vie, on pouvait évaluer à 10 milliards ou 15 milliards, mettons. Mais arrivé à 45 milliards, je crois que c'est un filon qu'on a créé pour sortir l'argent du trésor et s'en mettre plein les poches et donc justifier le pillage dont on parle ici. En masse salariale. Je parle de la masse salariale. Pourquoi je le dis? Parce qu'à l'époque, j'étais directeur des finances et de la comptabilité. Donc, quand la transition, pendant la transition, donc, le ministre nous avait regroupés pour nous dire nous n'avons pas pu avoir le ballon d'oxygène que nous avons demandé de 50 milliards pour nous permettre de démarrer la transition, vu que nous avons trouvé les caisses vides. Les caisses sont tout à fait vides, il n'y a rien. Donc nous comptons sur vous pour trouver l'argent pour payer les salaires. Alors, le ministre Malega nous avait imposé 4 milliards que nous devions mettre tous les mois pour payer. Et les impôts, on ferait autant. Nous nous battions. En tout cas, nous nous sommes battus, mais avec le ministre derrière, je ne dirais pas qu'il avait la chicotte, mais on sentait sa présence. Et quand on avait atteint les 3 milliards 500, on savait que dans quelques jours, le salaire allait être payé. Et c'est comme ça qu'on a fonctionné pendant toute la transition. Sans argent du pétrole, sans argent du bois, sans argent du diamant. Et c'est comme ça que Milongo est arrivé à payer les salaires pendant la transition. Donc moi, je ne comprends pas comment de 8 milliards, on est passé à 45 milliards avec le même nombre de fonctionnaires. Pourquoi je dis le même nombre? C'est toujours entre 75 000 et 80 000 fonctionnaires. Ce n'est jamais au-delà. Il y a des départs à la retraite. Il y a, même quand ils recrutent, on ne dépasse jamais 80 000 personnes. Donc, c'est toujours autour de 80 000. Et comment dirais-je, les avancements sont bloqués depuis plus de 30 ans. Personne n'avance dans la fonction publique. Il n'y a pas de reclassement. Alors, j'aimerais qu'on m'explique comment on arrive à 45 milliards quand on paye le même nombre de personnes. Donc ça, c'est un filon officiel qu'on a créé pour sortir. Et moi, mon calcul me donne presque 35 milliards qu'on sort tous les mois, qui ne se justifient pas. Et quand tu multiplies par 12, hein, ça fait près de 350 milliards, sinon plus, qui sortent et qui vont justement renflouer les caisses, le pillage d'État et donc les biens mal acquis. Pour moi, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Donc, ils passent par des mécanismes, hein, parce qu'ils vous diront, mais nous payons les salaires, mais les salaires, ça ne fait pas 45 milliards, c'est faux. Et en plus, donc, moi, quand on critique, il faut aussi faire des propositions. Mais qu'est-ce que je propose? Madame, s'il vous plaît. Oui. Moi, je ne souhaite pas justement que nous fassons les propositions. Excusez-moi, je m'insurge comme cette façon de faire. Non, non, je propose tout simplement, sinon je sors. Je propose, sinon je sors. Je souhaite que les propositions soient soumises à une équipe qui relève. S'il vous plaît. Vous risquez de donner des armes à l'homme que nous combattons. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Sinon, je sors et je m'en vais. Non, je préfère vous dire, je pense tout simplement que s'il y a des suggestions, il est mieux qu'il y ait une équipe qui relève les suggestions. Tout à l'heure, nous avons tous suivi. Je ne suis pour rien. Hein. Je ne suis pour rien. Moi, je fais confiance à tous mes compatriotes. Mais je suis clair sur la question. Je n'ai pas confiance en chacun de nous à cause du diable qui est parmi nous. Donc, je préfère que les suggestions, madame, que les suggestions, vous les donnez à un milieu restreint, vous les organisateurs, et que vous les gardez à un endroit bien précis, et on mettra à la disposition du peuple. Ma question est celle que je voulais poser ici, que je me suis posé cette question depuis maintes fois lorsqu'on parle de bien mal acquis en France. Sur les 3 pays, notamment le Congo-Brazzaville,
la Guinée équatoriale et le Gabon. En particulier, c'est les 3 pays, on peut dire, les têtes de liste des pays de la zone CEMAC en Afrique. Et autre-temps, on voit aussi à la France qui fait partie du système. Ma question, entre les oppositions au bien mal acquis ou au détournement de fonds en Afrique, à l'heure actuelle, et nous qui sommes ici en France, je pense que nous sommes ici par obligation. C'est pas parce qu'on a envie de vivre ici, on aimerait bien rentrer chez nous un jour. Puisqu'il y a plusieurs intellectuels, je constate bien dans la salle. Serait-il pas possible de poser la question différemment? Puisque les médias français en ont parlé, les médias internationaux en ont parlé, les procès ont été engagés et il n'y a jamais eu d'aboutissement. Même si on changeait de pays, est-ce qu'il y aura-t-il d'aboutissement par rapport à cette situation de bien mal acquis? Est-ce que la cause de la pauvreté dans nos pays vient réellement de bien mal acquis? Ou serait-il pas possible entre nous ici, qui défendons peut-être les plus faibles chez nous et les plus forts qui sont dans les pouvoirs chez nous, se rapprocher d'eux différemment, s'asseoir et organiser une sorte de conférence nationale comme on a promis dans les années 90-92, discuter de ces problématiques intelligemment, faire comprendre peut-être des choses différemment à nos dirigeants, peut-être c'est pas facile, mais toujours dans un village, même s'il y a plusieurs sources, il y a toujours une personne qui est capable de comprendre. Parce que je ne pense pas que ici en France, nous aurons écho. Puisque, bon, Madame Sajo qui est journaliste, j'en ai vu plusieurs fois, on parlait avec plusieurs médias. Ça n'a jamais abouti. On n'a jamais eu de réponse. Les pouvoirs en place, ils sont tapes. Il faut la sourde oreille. Ce n'est pas le procès de M. Sassou ici. Ce n'est pas le procès de M. Bongo. Ce n'est pas le procès de M. Obiangema. C'est le procès des systèmes, je pense. Maintenant, est-ce qu'il ne serait-il pas possible, il y a des intellectuels, hein, je pose la question aux intellectuels, de s'approcher de ces gens-là intelligemment, de leur faire voir les erreurs et les dégâts qu'ils causent à leur propre peuple? C'est cela ma question. La deuxième question que je vais poser ici, on avait arrêté des affaires de M. Obiangema, fils. C'est ça, non? Les Bentley, les voitures, nous avons tous vu cela à la télévision française. Est-ce que lorsque nous faisons ce tapage, le trésor public français ou la justice française, lorsqu'il s'agit de cela, est-ce que cela retourne en Guinée, au Congo, au Gabon, ou cela reste-t-il en France? Parce que si c'est pour faire bénéficier aux Français ces choses-là, ça ne sert à rien que nous organisons de tels événements. Mais si nous le faisons, il faudra que cela retourne dans notre trésor public. Voilà l'idée que je vous pose ici. Bien mal acquis, certes, mais grâce à qui? Vous avez rappelé tout à l'heure qu'il n'y a pas de corrompus sans corrupteurs. À mon sens, la France et les autres colonisateurs sont les instigateurs de ce pacte de corruption. La France est co-auteur et complice. Mais aujourd'hui, ni la France ni l'Afrique ne peuvent laisser perdurer un tel système qui porte atteinte gravement au développement économique, social et démocratique de ce continent qui représente l'avenir. Votre conférence est à l'image de la démocratie naissante en Afrique, vers son autodétermination, et elle est porteuse d'espoir. Merci. Merci. Nous avons fait les états des lieux de notre misère. Les états des lieux que nous avons fait aujourd'hui, auparavant aussi, mais aujourd'hui pour 3 pays. Le Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale. Alors, depuis longtemps, nous nous plaignons de ces biens mal acquis. Nous avons vu que c'est les mêmes pratiques. Nous avons vu aussi que c'est la France-Afrique qui existe depuis au fait
qui est une frégate en fait, qui soutient les dictateurs, qui sont, les responsables sont dans l'impunité et qui amène la souffrance des peuples. Alors qu'est-ce qu'on fait? Puisque les gens qui soutiennent les dictateurs sont les mêmes qui gagnent l'argent que ces dictateurs viennent garder chez eux. Pensons-nous que c'est une bonne façon de faire, de venir en France ou en Europe, nous plaindre des mêmes dictateurs qui nous dépouillent à travers, plutôt, les Français qui nous dépouillent par l'intermédiaire des dictateurs qui mettent au pouvoir. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais en tout cas, moi, ça m'interpelle, je me pose la question. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue comme ça? Nous avons vu, il y a des procès qui sont restés depuis des années, qui n'ont jamais vu le jour. Alors, est-ce que la France est là pour nous aider ou pour nous couler? Moi, je pense que c'est le contraire. La France est là pour nous couler. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour porter plainte sur les biens mal acquis? Est-ce qu'on continue à porter plainte en Europe ou on change de pays pour porter plainte? Et je suis d'accord avec la proposition de notre frère Magloire qui dit qu'ils ont établi un programme de référence. Je suis tout à fait d'accord. Si jamais ça fonctionnait, ça serait une bonne chose. Parce qu'on ne peut plus, au jour d'aujourd'hui, accorder tout le temps l'argent aux gens qui sont au pouvoir et qui ne font rien pour les populations et ils gardent de l'argent pour eux. Ça devient insupportable. Alors moi, je vous interpelle pour qu'on recherche une solution ensemble par rapport à qui on doit se plaindre par rapport aux biens mal acquis. Je vous remercie. Empêché d'entrer au cause de contre-révolutionnaire en 1974 par Yombi, chef d'état-major, Mouavi, président, et Sassou, chef de la sécurité. Donc je vis aux Antilles, donc là je suis à la retraite, je suis à Paris. Donc félicitations pour les organisateurs, et surtout pour les risques que vous prenez, car il faut faire très attention dans vos mouvements, dans vos gestes et les personnes que vous fréquentez, parce que les autres sont puissants, ils ont tous les moyens à leur disposition. Vous découragez. La première question c'est celle-ci. Est-ce que le FMI peut obliger le Congo à rapatrier tous les biens mal acquis que nous connaissons, donc ils connaissent, dans les Paradise Papers, tout ce que vous avez dit? Est-ce que le FMI, juridiquement, a le droit de dire, avant de vous prêter l'argent, commencez à rapatrier l'argent mal acquis? C'est la première question. Deuxième question, deuxième proposition. L'union fait la force. Moi, je suggère qu'il y ait une grande fédération de tous les mouvements, comme autant des étudiants de la FEANF, les étudiants africains, et quand ils manifestaient contre la guerre d'Algérie, le gouvernement français tremblait. Donc il nous faut peut-être une puissante fédération d'Afrique centrale, qui est le ventre mou de l'Afrique, il faut le remarquer, même du monde, l'Afrique centrale, c'est le ventre mou. Deuxième question, autre question plutôt, c'est une réflexion concernant les réfugiés. Moi je dis que le droit des réfugiés que nous voyons traverser les océans, se noyer, ça c'est l'embouchure. Parce que s'il y avait une bonne gouvernance dans tous nos pays africains, personne ne prendrait le risque de traverser le désert, d'être maltraité en Libye, de risquer sa vie en traversant. Si la France ne veut pas mettre fin à la France-Afrique, tant pis. Dans des années, il y aura des millions de réfugiés qui, à cause de la mauvaise gouvernance africaine, vont traverser le désert et se déverser en Europe. Ça, tant pis pour eux. Nous serons là pour les accueillir. Comment se fait-il que l'homme, plutôt nous en Afrique centrale, nous soyons à ce point complices de cette, comme dit la Boétie, de cet asservissement volontaire. La Boétie, qui est un livre du XVIe siècle, on dit que si les dictateurs sont là, ils n'ont pas plus de choses que nous, ils ont 2 yeux, 2 jambes, une tête. Comment se fait qu'ils allaient se maintenir s'il n'y avait pas la complaisance de certains citoyens? Alors moi, je finis par cette réflexion philosophique. Est-ce que la première chose à faire, c'est de faire des cours de philosophie pour apprendre
aux Congolais, ou enfin aux Africains, la chose publique, la République, comme disaient les Latins, le bien public, que si on est au pouvoir, c'est pour servir et non pour se servir. Moi, c'est la question qui m'interpelle. Voilà, merci. Pas pour dire au gouvernement de vendre des biens mal acquis qui sont à l'étranger. D'autant qu'il faut toute une investigation, une enquête pour connaître ces biens, les identifier, ce qui généralement n'est pas dans le pouvoir du FMI. Par contre, le FMI, dans le cas du Congo, a fait deux choses déjà. Le FMI a exigé que le Congo puisse indiquer clairement les mécanismes de la dette avec la Chine, envers la Chine. Puisqu'il y a eu beaucoup d'opacité. Dans quel compte, de quel compte les Chinois ont, dans quel compte reçoivent-ils les remboursements qui sont, les Chinois l'ont dit, ils ont dit qu'il y a telle ressource qu'on a allouée au Congo, tel montant, le FMI a envoyé une délégation qui est restée longtemps là-bas en Chine pour connaître les mécanismes de cette dette, puisque c'était une dette cachée. Les Chinois, ça c'est une histoire qui n'est pas une anecdote quelconque, hein. M. Sassou était en Chine en 2017 ou 2016, son voyage officiel, et il a demandé de l'argent. Les Chinois ont expliqué que avec tout ce qu'il y a dans les comptes de tel compte, vous pouvez régler vos problèmes. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte comme ça. Ça a été vérifié par certaines personnalités et c'est connu, et il faut donc tenir compte de tout cela. Mais il y a aussi un point important, c'est les revendications de la société civile congolaise elle-même. Alors, il ne faut jamais oublier, et nous devons utiliser cet élément, c'est la déclaration des évêques du Congo qui date de mai 2018. C'est un document qui est sans précédent. Si l'on voit l'histoire de l'Église congolaise, et s'agissant donc d'une présence de la société civile, en tout cas, cette déclaration des évêques exprime très bien fondamentalement ce que la société civile peut demander. Et là-dedans, ils ont demandé justement que le FMI, que l'argent qui est à l'étranger puisse être ramené au pays. Non, je donne l'information. Je donne l'information, je réponds aux questions. Ce n'est pas ma parole à la tribune, je réponds aux questions. La déclaration des évêques, il faut la lire et elle est très claire à cet égard. Je pense qu'il faut s'en saisir, être capable de porter cela au niveau des différentes associations que nous sommes ici. C'est à nous de faire ce travail. Les évêques demandent que les pays du Nord puissent bloquer les comptes des Congolais, des oligarques congolais. Ils n'utilisent pas le terme, mais c'est bien ça, des oligarques congolais. Mais c'est à nous qui sommes ici de travailler avec les organisations progressistes des pays du Nord. Les pays du Nord, c'est-à-dire les pays développés. Ici, la France, c'est à nous de travailler avec des organisations françaises, comme on le fait avec Sherpa, avec d'autres, pour que, effectivement, cela avance. Et tout en cherchant à construire des synergies avec l'Église congolaise, pour qu'elle ne se décourage pas. Ils peuvent aussi se décourager. On leur demande de faire ce que les Aïrois font à Kinshasa. Mais ils veulent aussi savoir si, dans la population, il y a des acteurs qui peuvent être avec eux. À Kinshasa, quand les évêques lancent un appel, il y a la population qui suit, qui se soulève, qui travaille. Pas seulement les catholiques. Ça s'appelle même un mouvement de laïcs. Donc tout cela, il faut en tenir compte. Bien, pour le moment, je m'en tiens là. Le reste des questions, bon, à d'autres. À une question qu'on se pose toujours, le fait que la bonne volonté des dictateurs de sortir au pouvoir en leur donnant des pistes ou bien des portes de sortie. Je dirais que n'importe quel opposant qui est dans la lutte connaît qu'on a déjà tout essayé pour donner la raison, d'appeler à la raison des dictateurs. Ils vont jamais le faire. Ils ont tellement de sang dans leurs mains qu'ils ne s'imaginent pas être dehors par la bonne volonté des opposants. Ils ne croient pas, ils ne vont pas le faire.
Et d'ailleurs, le dernier exemple, c'est ce que j'ai vécu avec l'ambassadeur de la Guinée équatoriale en France, il y a quelques mois, où après notre conférence de presse au mois de juin, nous avons accepté de faire le dialogue par vidéoconférence. Obiang a dit oui, ils ont cru que c'était un moyen encore de tromper l'opinion publique internationale en disant voilà, les opposants sont prêts à dialoguer avec nous, mais ils se sont rendus compte que je m'étais très bien préparé pour profiter de cette ouverture, de me laisser parler au peuple à travers la télé nationale. Ils ont rétropédalé, ils ont dit qu'ils ne voulaient plus. Donc pour vous dire un exemple concret, que les dictateurs ne sont pas prêts à négocier si nous n'avons pas ce qu'on appelle, si nous n'avons pas le contre-pouvoir, c'est-à-dire les obliger à s'asseoir. Le rapport de force. Le rapport de force, voilà. Sans rapport de force, il n'y aura pas de négociation. Mais le rapport de force, on peut le créer non seulement avec des armes, on peut le créer aussi avec la pression. C'est pour ça que je crois que nous avons là, les Africains, nous sommes dans un moment où nous devons être tous révoltés sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Je me dis aujourd'hui que nous sommes au même degré que nos pères lorsqu'ils ont exigé l'indépendance. Ils avaient exigé des indépendances parce qu'ils avaient aidé les Européens à libérer leur continent. Après leur contribution, ils ont dit qu'ils ne pouvaient plus maintenir encore le noir sur l'esclavage. Aujourd'hui, ce n'est pas possible qu'aujourd'hui, on nous traite comme si nous sommes les coupables de tout le monde en Occident, qu'il y a des immigrés, et en même temps, ils continuent à dire, dans la télé, ils disent non, il faut arranger le problème à la source, le problème c'est les dictateurs. Tous les hommes politiques ici, je ne sais pas, une fois de plus, ils ont dit ça, non, il faut aller arranger le problème, mais quand tu le trouves en petit, mais vous le dites à la télé, le problème de l'immigration, c'est nos dictateurs. Et quand est-ce qu'on va amener aux actes ce que tout le monde sait? Voilà. C'est à nous maintenant de les interpeller. Et moi, je crois que ça ne doit pas être au niveau de l'Union européenne seulement. Nous, les Noirs, on doit interpeller les Nations Unies parce que les indépendances ont été conquises à travers la pression des Nations Unies. Voilà. Même si ça ne marche pas, oui, il faut les interpeller. Est-ce qu'il faut se plaindre auprès de la France? Est-ce qu'il faut continuer à se plaindre auprès de la France, sachant que la France, comme on le dit trivialement, soutient, accompagne et complice des dictateurs? Je pense que la question est très pertinente. Elle est même fondamentale dans l'orientation que nous voulons donner à ce combat. Nous, au Gabon, ça fait bientôt 2 ans que nous nous battons pour réclamer la vérité d'une élection incontestable dans les urnes, incontestable au niveau des observateurs qui sont venus au Gabon observer ces élections, incontestable du point de vue de la, j'ai envie de dire, comment le peuple sent les choses aujourd'hui. L'exemple, pour fermer cette parenthèse, ce sont les dernières élections législatives au Gabon. Les Gabonais sont restés chez eux. Ils ne sont pas allés voter. Je pense que quand on va comprendre qu'en participant à l'animation des dictatures, l'animation qu'on appelle l'animation démocratique des dictatures, nous leur conférons le pouvoir. Nous leur conférons le pouvoir de décider et de continuer à prendre des décisions qui sont à l'encontre des destinées de nos peuples et des intérêts fondamentaux de nos États. Le boycott est une arme. Mais le boycott pour le boycott n'est pas une arme.
il faut un rapport de force significatif. Il faut que les jeunesses africaines, moi j'interpelle beaucoup la jeunesse africaine, notamment d'Afrique centrale. Regardons ce qui se passe au Cameroun actuellement. Tout le monde sait ce qui s'est passé, mais personne en Occident n'ose dire la vérité et n'ose réclamer le respect de cette vérité. C'est hallucinant. Alors, maman, tu as raison. Excuse-moi, je te tutoie parce que tu es une maman. Tu as raison, maman. Tu as raison de nous demander de changer de paradigme, de regarder la France comme un ami, et de ne plus la regarder comme celle qui va libérer l'Afrique centrale. Parce qu'elle ne va jamais libérer l'Afrique centrale. Elle ne va jamais libérer l'Afrique centrale pour la simple et unique raison qu'il y a une dichotomie entre la France officielle et la France des réseaux. Au Gabon, par exemple, Gabon que je connais très bien. Je prends toujours l'exemple des élections de 2016 dans lesquelles j'étais un acteur parce que j'étais le porte-parole de Jean Ping, l'un des porte-parole de Jean Ping en France. Nous avons tout fait pour que cette victoire soit reconnue. Ils nous ont dit en cachette que vous avez raison, mais ils n'ont jamais exprimé cette vérité publiquement. Nous devons comprendre aujourd'hui que nous sommes arrivés au bout de tout ce que la politique, au sens noble du terme, aurait pu nous permettre d'avoir. Nous devons nous libérer, nous devons nous organiser, nous devons nous structurer à l'échelle continentale. C'est pas les biens, je parle au Congolais, c'est pas les biens mal acquis qui vont chasser le Sassou Nguesso. Et d'ailleurs, le verdict par rapport aux biens mal acquis ne viendra peut-être pas cette année ni l'année prochaine ni dans 10 ans. C'est pas ça le problème. Nous avons mis en place les biens mal acquis, la politique bien mal acquis, pour affaiblir le régime de Sassou Nguesso, pour éventuellement, par rapport aux gens du Nord, par rapport aux gens du Sud, indexer les voleurs afin de lancer des fatwas. Vous savez ce que c'est que les fatwas? Il y a un certain nombre de gens à Brazzaville qui doivent être neutralisés, soit par la prison, soit par tous les moyens. S'ils ne le font pas, on s'en sortira pas. Et en fait, les biens mal acquis, c'est ni le FMI, ni la France, ni l'ONU, c'est les Congolais qui feront le travail. Donc en tant que, il faut que tout le monde retienne ça, les biens mal acquis ne sont faits que pour indexer ceux qui nous posent un problème au niveau de Brazzaville. Il faut qu'aujourd'hui, ou demain, quand un Bouya sort, il faut que ceux de Wenzé ou ceux de Bakongo disent Moïbi, Moïbi. Là, ça va changer. Parce que pour le moment, quand ils passent, les gens les admirent. Et c'est en ça où, pédagogiquement, les biens mal acquis peuvent servir à quelque chose. Ceux qui pensent qu'avec les biens mal acquis, on va faire tomber Sassou Nguesso, se trompent complètement. J'en ai fini là. Afrikili TV. Afrikili TV, c'est du sérieux. Afrikili TV, ici, vous avez la parole. La chaîne de télé sur le web, pas comme les autres. Votre chaîne d'opinion.